AE4 est un groupement d'intérêt économique qui a été créé en 2018, formalisé en 2018. Donc, avec comme principal objectif la mise en place de fermes intégrées. On en a prévu 4 au total dans tout le Sénégal, combinant l'élevage à l'agriculture. La première ferme, c'est celle qui a été financée par la JCS. Elle est implantée à Nyanda, dans la commune de Nguyen, dans le département de Thiès. Donc, par rapport à cette ferme, nous sommes à la phase 1 du projet avec l'élevage porcin. Avec l'élevage porcin, d'accord. Donc, nous voulons actuellement évoluer vers l'aviculture et l'embouche bovine. Donc, situation avant le partenariat avec la JCS, nous étions déjà constitués en GIE. En termes de chiffre d'affaires, nous étions à 920 000. Ça, c'est les chiffres d'affaires de 2020. Donc, ressources humaines, il y avait le chef de projet, François Didier. Il y avait les autres promoteurs de projet, on est en tout 3. Il y avait un technicien en porciculture qui est avec nous. Donc, côté matériel, nous avions le matériel basique de nettoyage et d'abattage classique. Les clients, c'était principalement les amis et les relations familiales. Parce que c'était un tout petit projet. On va dire c'était de l'élévation, de l'élevage, familial. Donc, le financement de l'AICS nous a permis de passer à beaucoup plus grand. Donc, nous avons connu l'AICS à travers le bureau constituant, c'est-à-dire, comme ils l'ont dit, c'est des anciens responsables scouts. Nous aussi, on a fait le scouting. Donc, de bouche à oreille, ils nous ont dit qu'il y a l'AGCS qui est là, qui accompagne des porteurs de projets, spécialement Feu Pierre-Émile Diam, ancien secrétaire général de l'AGCS, car à ce moment-là, nous avions surtout besoin de financement à faible taux d'intérêt et surtout un différé. Le différé, vraiment, c'était quelque chose de primordial pour nous, car sans différé, on ne pourrait pas faire exactement ce qu'on voulait faire. Parce que, par exemple, mobiliser 20 millions et devoir le payer sans pour autant commencer ta production, c'est vraiment difficile. Et vraiment, l'AICS nous a permis d'aboutir à ça. Donc, difficultés rencontrées. Au début, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Il y avait l'espace. On avait un tout petit espace qui ne nous permettait pas de faire ce que l'on voulait. Il y avait aussi la construction qu'on n'avait pas encore faite. Il y a l'alimentation des sujets. L'élevage porcin n'est pas aussi développé que dans les pays européens. Donc, les entreprises qui produisent de l'aliment ne sont pas spécialisées dans l'aliment porcin. Donc, actuellement, on est en train de faire notre propre composition d'aliments. Donc, ça commence à apporter des fruits. Et ça, c'est avec l'appui de la JCS. Donc, la difficulté en termes de structuration, situation après la JCS, nous étions déjà structurés. Donc, c'était un GIE. Le chiffre d'affaires, il est passé de 920 000 à 3 200 000 l'année dernière, tout en précisant que c'est l'année dernière qu'on a finalisé le financement. Donc, on espère qu'en 2026, le chiffre d'affaires va vraiment exploser. Ressources humaines, on a recruté une comptable en freelance et on a fait venir un portier du Bénin parce qu'ils avaient des formations vraiment très poussées. C'est Songhai, normalement, certains doivent pouvoir le connaître. Donc, on l'a fait venir du Bénin pour nous permettre de beaucoup plus rentabiliser notre projet. Donc, comme matériel, on a fait des constructions. On a eu 2 enclos, 8 box, un système de pipettes pour permettre l'autonomie en eau des sujets, la mise en œuvre de la prophylaxie, tout ce qui est suivi vétérinaire. Et on a pu aussi acheter un pick-up de liaison. Donc, on avait vraiment un problème de logistique. Donc, le partenariat avec la JCR nous a permis d'avoir une voiture de liaison type pick-up qui nous permet de faire venir nos sujets de la ferme vers Dakar et faire passer de l'aliment de Dakar ou des autres régions vers la ferme. Côté client, on a vraiment pu élargir notre portefeuille client avec la vente au poids vif et à la carcasse, et surtout à la carcasse pour les restaurants. Et le détail aussi, pour la vente au détail, la clientèle a explosé. Donc, on a reçu un financement de 20 300 000 en 3 tranches. Merci.
Donc, perspective. Ayant stabilisé la partie porcherie de notre ferme, nous voulons passer au volet avicole et maraîcher. Donc, comme l'indique le nom, c'est la ferme des quatre. Il y avait la partie porcine, la partie avicole, l'embouche bovine et faire du maraîchage. On a commencé par le projet porcin. Donc, là, on veut passer au volet avicole et maraîcher. Donc, dans le long terme, comme je l'ai dit, nous envisageons de nous implanter dans 3 autres régions. On a commencé par la région de Thiès, qui alimente la région de Dakar. Donc, on prévoit de s'implanter à Ziguinchor, dans la zone centre et dans la zone nord. Ça, c'est les quatre fermes qu'on prévoit de faire. Donc, cela nous permettra d'accroître la disponibilité en porc et en viande de la région, tout en visant les pays limitrophes, parce que c'est ça l'idée. L'équipe de la JCS qui nous a permis d'être là aujourd'hui, parler un peu, témoigner de l'action qu'ils ont eu à mener dans nos différentes activités. Donc moi, je me nomme Christian Mendy, donc je suis entrepreneur, donc directeur de AgroSotec Sénégal. Mais dans le cadre du financement, c'est un GIE qu'on a mis en place, donc qui s'appelle GIE Ferme Agroécologique AgroSotec Sénégal. Donc on est basé à Ziguinchor. Ziguinchor, c'est au sud du Sénégal, à 400 et quelques kilomètres. Donc je vous invite à venir visiter. Pour moi, c'est la plus belle région du Sénégal. Donc au niveau de AgroSotec Sénégal, nous sommes une start-up qui évolue dans l'agritech. Donc nous développons des solutions intelligentes, donc d'irrigation, avec les drones, les capteurs, donc pour aider, pour moderniser l'agriculture sénégalaise. Maintenant, dans le cadre de des fonds, donc on a réussi, c'est dans le cadre de notre ferme intégrée. Donc, étant dans l'agritech, on a besoin d'espace d'expérimentation. Et grâce au soutien de la JCS, ça nous a permis d'acheter 2 hectares à Bofa. Donc, Bofa, c'est non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau. Pourquoi le choix de Bofa? Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du conflit en Casamance, donc c'est une zone qui a été minée et une zone aussi où la population a délaissé, a quitté. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, dans le cadre de ce projet, comme tout à l'heure, M. Chambella le disait tout à l'heure par rapport à l'aspect financement solidarité. Donc, on s'est dit, c'est une manière pour nous d'aider, d'implanter un projet dans une localité qui revient de crise, où la population revient petit à petit. Et cette ferme-là va dans ce sens-là. Parce que c'est une ferme qui allie technologie, parce que nous, on est dans la technologie agricole, qui allie modernisation de l'agriculture, mais aussi qui a un impact social. En quoi faisant? Parce que c'est la population locale qu'on a prise pour pouvoir travailler au niveau de cette ferme. Donc, comme on le dit, donc ferme agroécologique de Bofa. Donc, comme je disais, j'expliquais un peu Bofa. Donc, qui fait partie des zones qui a été délaissées par la population. Donc, avec les 2 hectares qu'on a achetés, donc ça a permis, depuis l'année passée, de pouvoir commencer des activités horticoles. Parce que l'idée du projet, c'est une ferme 100% intégrée, où il y aura maraîchage, il y aura l'arboriculture, il y aura la pisciculture, il y a l'élevage bovin, tout ce qui est porciculture, et même une unité de transformation d'aliments qui sont prévus là-bas. Et ce sera un centre d'accueil pour les enfants et les cracks, si je dis cracks, donc les jeunes surdoués qu'on va préparer sur la technologie agricole, parce que ça, c'est notre cœur de métier. Mais on veut au moins que cet espace puisse servir à cela. Mais pour l'instant, c'est l'aspect maraîchage qu'on a démarré. Donc, dans la commune de Niassia, département de Ziguinchor. Donc, les principaux points. Donc, avant le financement, donc, nous, on avait déjà démarré nos activités, mais dans le cadre de ce projet-là, avec la ferme, il n'y avait rien de structuration parce qu'on était obligé de mettre en place un GIE. Donc, il n'y avait rien. Donc, en termes de chiffre d'affaires, c'était 0. Des ressources humaines par rapport à ce projet, donc, qui a été financé, il n'y en avait pas. Donc, pour les matériels aussi, n'ayant. Donc, pour les clients aussi, n'ayant aussi. Évidemment, parce qu'on n'avait pas démarré avec ce projet. Donc, par rapport au déclic, donc, nous, avant de rejoindre Ziguinchor, on a commencé nos activités ici à Dakar, donc en 2019, donc avec l'appui de la JCS, parce que depuis 2022, on s'est dit on va s'implanter à Ziguinchor. Donc lorsqu'on a reçu les fonds, on s'est dit, tout naturellement, étant des jeunes qui interviennent en Casamance, essayer de travailler sur la proximité et accompagner le développement local. Et ça nous a permis
de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, d'acheter le terrain et de commencer les activités. La JCS nous a aidés vraiment parce qu'avant, je n'étais pas du tout structurée, je vendais comme ça. Et c'était, comme le disait Mogotan, c'était familiarisé quoi, entre maman et moi et tout ça là. Mais maintenant, après avoir eu la formation et les financements de la JCS, on a pu ouvrir une boutique, renforcer nos matériels, surtout que je vends des produits congelés en mer, du poisson, tout ce qui est produit halieutique. Voilà, c'est dans ça que j'évolue. Ils nous ont aidés vraiment de tous les côtés, surtout pour l'acquisition de la boutique et des congélateurs et tout ça là. Vraiment, nous remercions AJCS, nous remercions la coopération monégasque pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Merci à tout le monde. Bonjour à tous. Bon, moi, c'est Arketa Gomis, Madame Lopi. Donc, je suis de l'agence Corentas. C'est mon mari qui a été financé par AGCS, en fait, mais j'ai rejoint l'agence. Bon, je travaille pour une autre société. Bon, là, j'ai dû démissionner pour le rejoindre afin de l'aider à faire développer l'agence, en fait. Nous sommes une agence audiovisuelle, de production audiovisuelle. En même temps, on fait tout ce qui est production de support de communication. Voilà, donc c'est-à-dire si vous avez les kakémonos, les bâches et les vidéos. Bon, notre défi vraiment, c'est d'accompagner les jeunes entrepreneurs en fait à travailler leur image en termes de vidéos et tout ce qui est support de communication. Bon, le financement de la JCS nous a permis vraiment d'acquérir du matériel, c'est-à-dire tout ce qui est vidéo et bon, des vidéos, bon, du matériel de vidéo en fait, et les machines et tout. Voilà, donc là, on a vraiment besoin du financement pour agrandir la société, hein. C'est-à-dire là, on veut vraiment passer de la production audiovisuelle en régie publicitaire, c'est-à-dire avoir des panneaux publicitaires un peu partout dans Dakar. Voilà, histoire de développer la boîte, en fait, parce qu'il y a de la matière, en fait, en termes de communication et publicité. C'est un long processus. Bon, on prend le mil, on l'amène au marché, au moulin, après c'est du soin de mil. Après, bon, au fur et à mesure, après, c'est manuel. On travaille à la main avec le produit. Avec le mil, on peut avoir plusieurs produits, presque 8 produits avec le mil. Maintenant, bon, au début, on n'avait pas assez d'expérience pour pouvoir avoir le produit fini. Maintenant, bon, on est parti à Ziguinchor, lycée agricole, pour faire une formation en agroalimentaire, pour pouvoir avoir le produit et les qualités, les normes, parce que bon, il y a une autorisation qui s'appelle FRA pour avoir les normes de l'État pour pouvoir vendre le produit. Maintenant, bon, avec ce processus-là, les sachets, on vend ça au marché, les sachets-là. Mais voilà, et les étiquettes, c'est nous qui le faisons avec tous les papiers. Voilà, avec l'autorisation FRA que les restaurants ou les revendeurs exigent quand on les livre le produit. Voilà, bon, c'est ça. Au début, bon, on faisait pour produire 50 kilos, on faisait presque une semaine. Maintenant, bon, une journée, on produit 50 kilos à la main. Maintenant, bon, il y a des gens, il y a des industries qui produisent à la machine. Maintenant, bon, notre vision, c'est de produire à la main en quantité pour pouvoir conserver la saveur. Parce que c'est ça l'exigence des gens, des clients. Parce qu'ils veulent le travail manuel. Maintenant, bon, c'est ça notre vision. Et donc, vous dites que vous êtes une entreprise familiale, mais vous avez combien d'employés On a 3 en temps plein et 9 en temps partiel. Parce que bon, il y a des événements où on demande beaucoup de production. Voilà, bon, parce que bon, il y a le moulage, il y a l'arrosage comme on le fait, il y a la cuisson et il y a le séchage. Dans chaque processus, ça demande une expérience et des gens qui sont formés. Mais la formation, c'est pas quelque chose de difficile. Vous venez une journée, on vous explique parce que nous, on a la maîtrise
c'est différent des... Bon, c'est ça notre valeur ajoutée des autres entreprises. Bon, on mélange le moderne et l'ancienne utilisation de moment. Vous avez dit que le coaching vous avez servi pour gérer le personnel. Oui, oui. Quand on vous écoute, on se demande si vous avez vraiment besoin de coaching. Mais pourquoi ça vous a aidé? Oui, oui, parce que bon, quand j'ai commencé, j'avais 21 ans. Voilà, bon, je sortais de l'université. Et bon, automatiquement, j'ai commencé à m'intéresser aux produits. Maintenant, ça, c'était pas un problème. Aspect visuel, il n'y a pas de souci. Mais au fur et à mesure, on commençait à avoir des employés dans notre unité de transformation avec leurs humeurs différents. Et comment gérer l'argent, notre fonds de roulement en fonction des dépenses. Là, c'était quelque chose de nouveau. Maintenant, avec AJ16, avec Christian, le défi était de pouvoir avoir les émotions et de pouvoir maintenir les employés, de pouvoir aussi discuter avec eux, le fait de discuter avec eux, parce qu'il y a différents âges. Il y a des moments qui, quand on leur paye, automatiquement, ils payent leur location. Là, notre devoir, en tant que jeunes, c'est de le respecter et chaque mois, le 5 ou avant le 5, de donner de l'argent. Maintenant, derrière ça, il faudra travailler durement et respecter l'entreprise pour pouvoir assurer, parce que les gens ont confiance en vous. Et aussi, il y a des jeunes, il y a des mamans qui sont dans le quartier. Souvent, bon, des jeunes, bon, comme dans la présentation, les chômeurs, on leur dit, venez, on va vous donner une formation en transformation. Vous, quand vous travaillez 1 mois ou 6 mois, c'est à vous de créer votre propre entreprise. Parce qu'on vous donne les aspects nécessaires pour pouvoir relever les défis, pour pouvoir développer ce produit-là. Depuis 2 ans, depuis, je peux dire, 4 à 5 ans, donc il y a eu beaucoup de programmes avec l'ANRAC, donc l'Agence nationale de relance des activités en Casamance, qui pousse la population à revenir dans leurs anciennes localités. Donc en leur octroyant du ciment et aussi tout ce qui leur permet au moins de se reconstruire. Donc nous, quand il s'agit de chercher un lieu donc, pour notre projet, on a eu à faire le tour de beaucoup de localités. Mais il se trouvait que ce qu'on voulait faire se trouvait dans cette localité. Et par chance, donc, en discutant avec un ami, il nous a proposé la zone qui, avec le déplacement de la population, le sol n'était pas exploité. Et la richesse du sol était là parce qu'on n'avait pas l'exploité, donc c'était pas plus fatigué. Donc, avec le chef du village, donc en discussion, on l'a exposé ce qu'on voulait faire. Que c'est un projet qui se veut d'abord un projet participatif, parce qu'en ce moment-là, lorsqu'ils sont retournés, il n'y avait pas l'appui financier que l'État les a donné, hormis le ciment et des fers pour leur permettre de se reconstruire. Donc, nous, on est venu sur cet aspect-là, en leur disant que même si le terrain ou le projet nous appartient, mais les ressources humaines premières seront au niveau local, pour leur permettre au moins de s'approprier par rapport à la chose. Parce que il s'est rendu compte, parce que j'ai gestionnaire de projet, donc j'ai eu à travailler dans d'autres projets. Lorsqu'il s'est agi de collaborer avec beaucoup de populations, s'ils ne sont pas impliqués, ils s'en foutent, excusez-moi du terme du projet. Et nous, on leur a dit que, vu que vous avez perdu beaucoup de temps pour avoir vos propres activités, donc le projet qu'on va faire, ce sera un projet qui, non seulement nous appartient, mais à vous aussi, parce que ce qu'on va faire, ce sera pour vous. Le gardien, c'est ça, quelqu'un là local qu'on va payer. S'il y a récolte, même pour tout ce qui est maraîchage, c'est vos femmes qu'on va prendre. Et là, on a essayé de parler avec le chef de village, qui a réuni toute la population. On a eu à avoir 2 à 3 rencontres de fora avec eux pour leur faire savoir que ça, c'est pour eux. Et là, le courant est vite passé. Première fois, donc même pour les premières activités, ils nous ont aidés. Même à chaque fois quand le besoin se fait sentir, c'est eux-mêmes qui nous aident. Quand il y a des attaques, parce que comme c'était une zone, au début, on ne s'était pas se présenter au niveau de la mairie pour avoir les papiers. Quand il y avait des gens, des prédateurs terriens qui essayaient de venir là-bas, c'était la population même qui nous alertait.
Et ça nous a poussé à aller au niveau de la mairie, s'acquitter de tout ce qui est papier pour pouvoir au moins actuellement avoir les propriétés par rapport à ce terrain-là. Actuellement, on est en déplacement et même l'agronome qu'on a là-bas, c'est un jeune de la localité qui est venu à Dakar se former et récemment qui est de retour. Donc, on a essayé de les faire savoir que si ça marche, c'est pour vous. Si ça ne marche pas, même si on a investi notre argent, mais aussi vous êtes obligé de quitter votre localité, soit migrer en Guinée-Bissau, ou soit revenir à Ziguinchor parce que ça fait plus de 8 km. Donc, vous voyez la navette. Donc, en leur faisant savoir que vous pouvez rester chez vous, développer vos activités et relancer vos activités et créer de la richesse au niveau local. Donc, c'était un peu le discours qu'on a. Donc, jusqu'à présent, donc depuis l'année passée, on a démarré le projet. Ça marche pour l'instant, on touche du doigt. Les remerciements à l'endroit de la communauté monégasque que AJCS. C'est avec beaucoup d'émotion en tout cas qu'on vous dit merci. Le merci même ne suffit pas, comme on dit. C'est très peu parce que derrière toutes les entreprises représentées ici, c'est des familles, c'est des personnes qu'on a pu employer. Ça va vraiment au-delà de ce qu'on peut expliquer simplement ici avec des mots. Donc, c'était l'entame de mon propos. Merci beaucoup. Et pour poursuivre avec la question que vous avez posée, moi, j'évolue dans le domaine de l'immobilier et je mets à disposition des appartements ou des chambres meublées avec pour cible à 90% des étudiants. Donc, ce sont des parents qui me les confient. La grande difficulté, en fait, dans le domaine de l'immobilier, c'est la formalité. Parce qu'on évolue dans un domaine où, bien que ce soit officiellement formel, les lois soient bien posées, mais derrière le marché, c'est vraiment quelque chose de très informel. Les prix affluent, baissent, les conditions également changent à tout va. Et effectivement, être une femme en face d'un propriétaire homme, ancré dans la culture, excusez-moi, sénégalaise, c'est quand même un combat de tous les jours, qu'on soit sénégalais ou pas sénégalais. Donc, c'est une grande difficulté rencontrée, surtout un problème de confiance au-delà de la formalité. Ce sont ces difficultés que moi je rencontre au jour le jour. C'est le nom de mon structure. Je m'appelle Sébastien, le roi du cochon. Ouais. Bon, le roi du cochon, pour commencer, c'est une histoire peut-être, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. J'ai commencé par être un éleveur lambda de porc dans le tas. Donc, après peut-être 2 ans d'expérience d'élevage, 2 ans et quelques peut-être, pour ne pas trop exagérer, j'ai eu à suivre un documentaire des Pays Basques et que j'ai vu leur méthode de transformation qui m'a beaucoup ému, qui m'a beaucoup lancé à avoir une autre vision de mon métier. Et que après cela, j'ai eu à faire des démarches pour trouver une école de formation de boucherie, mais il n'en existait pas. Bon, par la grâce de Dieu, j'avais des amis français qui étaient dans la Petite Côte, qui m'ont mis en rapport avec des amis qui avaient une grande surface qui est maintenant achetée par Auchan. Et que, comme on dit, tout est grâce. Dans cet endroit-là, on ne peut pas y aller sans diplôme, sans être déjà un boucher. Et moi, j'y ai accès sans aucune expérience. Et on m'a accepté comme ça. Après ma formation, peut-être c'est des qualités, peut-être c'est mon expérience qui a dû faire qu'on m'a retenu et que j'ai été un boucher simple. De boucher simple, j'ai fini par chef de rayon de toute la boucherie. Un poste qui était vraiment réputé, qui a été recommandé par mon ancien directeur qui partait à la retraite, Bruno. C'était un Français, il partait à la retraite et il a recommandé au directeur de me prendre comme responsable de rayon. Bon, j'ai eu à cheminer avec eux pendant un bon moment. Après, comme on dit, à chaque fois, moi, j'aime bien évoluer. J'ai constaté que dans ma communauté chrétienne, on consommait trop le porc et que je voyais à chaque fois qu'elle était mal consommée, elle était mal découpée, elle était mal manipulée. Et que c'est quelque chose qui me dérangeait à chaque fois. Un jour, ça me tentait comme ça
j'ai dit à mon boss que j'allais arrêter de travailler et que j'allais essayer de travailler à mon compte pour essayer au moins apporter cette expérience au monde de l'extérieur. Et ça qui a fait que je me suis surnommé le roi du cochon. Ouais, c'est ça, de là que ça vient. Bon, c'est un chemin vraiment rude. Parce que trouver des gens qui ont eu 40 ans d'expérience à découper la viande n'importe comment, c'est extrêmement difficile à les faire comprendre ça. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous formez les... C'est quoi votre... Bon, mon métier, j'ai une boucherie. Vous avez une boucherie? J'ai une boucherie. Ouais, j'ai une boucherie. Je tiens en même temps un restaurant qui fait du porc. Ouais. Ouais, je fais de très bonnes grillades. J'ai des témoins qui sont là. J'ai des témoins qui sont là. Ouais. Vous pouvez être invité si vous voulez. Pour vous-même. Ouais. De très bonnes saucisses aussi. Pourquoi les banques? En général, c'est les banques qui financent l'activité immobilière. Et toutes les banques, 90% en tout cas des banques, ont un produit lié à l'immobilier. Mais les produits diffèrent d'une banque à une autre. Les conditionnalités, du moins, diffèrent d'une banque à une autre. Donc, il fallait mettre en place un système qui permettrait à toutes les personnes, en tout cas, de voir un peu les propositions des banques et de comparer par rapport à sa situation du moment. Oui, en quelque sorte. Donc, après, pour les agences immobilières et les promoteurs immobiliers, c'est lié à tout ce qui est disponibilité sur le marché. Tout ce qui est disponibilité comme produit sur le marché. Maintenant, les artisans, sachant que c'est les plombiers, les maçons, tous les métiers en tout cas, tous les corps de métier. Donc, il fallait que ces gens, que nous aussi, que nous puissions avoir accès à ces gens qui ont été formés dans des établissements de formation, qui ont ce savoir-faire, l'expertise et l'expérience pour, en tout cas, se faire accompagner par rapport aux besoins, en tout cas des ménages. Et les assurances, aujourd'hui, sur la table, au niveau de la table, je suis sûr que personne n'a assuré sa maison ou en tout cas son appartement. S'il y en a quelqu'un qui lève le doigt, je ne pense pas. Donc, l'idée, c'est de permettre en tout cas aux gens de pouvoir leur montrer pourquoi il faut s'assurer. Parce qu'un sinistre peut arriver à tout moment. Un sinistre peut arriver à tout moment. Donc, l'idée, c'est de montrer aux gens aussi l'importance d'assurer ce bien qu'on a acquis grâce à des efforts, grâce à des privations, ainsi de suite. Voilà, en quelque sorte, grosso modo, c'est ça. Aujourd'hui, dans l'application, je suis en partenariat avec la Chambre des notaires. Tous les notaires du Sénégal figurent dans l'application. L'Ordre des architectes aussi, on est en partenariat. Et aujourd'hui, tous les architectes qui sont, en tout cas, inscrits au niveau de l'Ordre sont dans l'application. Donc, je commence un peu à avoir des partenariats. Par exemple, avec la CSE aussi. La CSE qui est une société de la place qui fait dans le BTP. Et avec aussi l'école Sénégal-Japon qui forme sur les métiers, en tout cas du bâtiment et même dans tout ce qui est informatique et aux techniques en général. Donc là, on est en partenariat. Donc, ils ont mis à disposition des gens qui ont fini leur formation et ces gens-là commencent, je les ai reçus et ils commencent à intégrer l'application. Donc, en même temps, avec la CSE, l'idée aussi, c'est de permettre à ces jeunes qui sortent, de leur permettre d'avoir leur première expérience en entreprise, d'intégrer, par exemple, suivant le contrat, pour 2, 3, 6 mois, c'est selon, d'intégrer l'entreprise sous forme de stage stagiaire pendant cette période pour leur permettre, après leur formation diplômante, d'avoir en tout cas cette expérience terrain. Donc, quelque part, on est en train, en tout cas, de nouer ces genres de partenariats et en même temps aussi de permettre ces jeunes-là qui sortent aussi d'intégrer le monde de l'entrepreneuriat parce qu'ils seront des auto-entrepreneurs. Via l'application, les gens pourront accéder à leur profil, les contacter et peut-être leur confier par rapport, du travail par rapport à leurs besoins. BI, directeur marketing et communication, animation commerciale, il y a beaucoup de choses et partenariats. Juste préciser que je suis content. Et je remercie Charbel et Christian d'avoir beaucoup insisté, pour que je sois de la partie 1.
En tant qu'acteur de la finance, microfinance, acteur de développement, c'est toujours un plaisir d'entendre des porteurs de projets. J'ai assisté à beaucoup de cérémonies de ce genre. Des porteurs de projets qui ont cet enthousiasme, cette envie, surtout d'impacter leur communauté et d'impacter leur vie. C'est ça notre métier à nous, tous les jours, c'est de les accompagner. C'est pourquoi quand j'ai reçu la proposition de Christian et Charbel pour un partenariat, je n'ai pas hésité, parce qu'on a des initiatives en interne de cette nature, avec la mairie de Grand Dakar, avec la mairie de Nguyen qui est en discussion, etc. etc. Voilà, j'ai pas hésité, j'ai échangé avec eux. On n'a pas encore signé. Bon, après, Christian, on peut me taper sur les doigts. On n'a pas encore signé, mais voilà, on va hâter le pas, tout simplement, hâter le pas, concrétiser. Je pense que le fait d'entendre les porteurs de projets, la finalité de cette convention-là, nous convainc encore plus et va faire qu'on va franchir cette étape-là. Donc on considère qu'on a l'accord de principe? On a l'accord de principe certainement qui va être signé tout à l'heure. C'est le contrat tripartite là. On a l'accord de principe et on a aussi vous avez aussi l'engagement d'ACET. Voilà. Je pense que c'est ça qui est important. Merci. Bon, je vais faire un petit sondage, si vous le permettez. Quels sont les gens qui connaissent ACET? Ah ouais. Mais je suis content. C'est un exercice que je fais à chaque fois. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Technicien en multimédia et réalisateur-producteur dans le domaine du cinéma. Bon, Corentas est une agence de communication et une agence audiovisuelle qui est notre secteur de base. Corentas est le nom de mon quartier de naissance, qui est dans une région du sud du Sénégal. Pourquoi on a voulu créer cette agence audiovisuelle à la base? Parce qu'on s'est rencontré que, actuellement, moi, je peux dire que je suis à 19 ans de métier dans tout ce qui est photographie et caméra. J'ai eu à faire des formations, j'ai eu à travailler dans des agences de communication. À la base, c'était pas voulu de rentrer dans l'entrepreneuriat. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte, je vais pas dire nous, mais je me suis rendu compte que la zone d'où je viens, il y avait du potentiel et les jeunes ne connaissaient pas ce domaine. D'où le fait que j'ai démissionné du poste où j'étais dans l'agence en 2016, où j'ai lancé l'agence Corentas. Corentas, actuellement, nous arrivons à travailler avec des ONG qui sont un peu connues. La plus grande avec laquelle on a eu à travailler, c'est Nutrition International des Canadiens. Et ici, au niveau du Sénégal, on arrive à travailler avec d'autres, que ce soit Catholic Relief Service et certains prestataires à qui nous offrons nos services. On a eu quelques difficultés au départ parce qu'on n'avait pas le matériel requis. La ICL nous a permis d'avoir un bon matériel parce qu'on a pu acquérir ne serait-ce une Sony FS3 que avec le financement nous a permis d'acquérir ce matériel ainsi que des objectifs qu'on a eu à acheter en France et les faire venir au Sénégal. Vu que le secteur de l'audiovisuel aujourd'hui, je dirais même de la communication, est un peu en déclin, je dirais, parce que beaucoup de jeunes s'intéressent à ce milieu, parce que c'est pas si bien formalisé dans nos pays. Donc tout jeune qui se lève ayant un petit appareil ou bien ayant son appareil, son téléphone, peut se dire qu'il est réalisateur ou bien qu'il est dans ce domaine. Nous, ce que nous voulons faire, c'est surtout développer tout ce qui est audiovisuel. Mais madame a quitté son domaine pour venir dans le mien et elle nous a permis de trouver une autre alternative. L'alternative qu'on a eu à trouver avec elle, c'était de pas rester juste dans le domaine de l'audiovisuel, mais d'aller dans le support de com. Et là, la vision première que nous avons, c'est de fusionner les deux. Faire du cinéma, tout en vendant aussi une autre image de la communication. Et la vision suprême que je pourrais dire, c'est d'avoir une imprimerie de notre côté et de l'autre côté,
avoir l'agence de communication et pouvoir produire nos propres films. Les films que nous voulons produire, c'est des films de la réalité africaine et en général sénégalaise. Et la finalité que je dirais, c'est pas de nous implanter à Dakar. Là-bas, c'est d'aller à Ziguinchor, au sud du Sénégal, d'où nous venons un peu, et de pouvoir travailler avec 2 pays frères, que ce soit la Gambie et la Guinée-Bissau. Parce que le métier que nous offrons n'est pas si développé dans ces 2 zones. Quand ils ont besoin de prestations, ils sont obligés de venir à Dakar. Ils ne s'arrêtent même pas dans la région sud, ils viennent à Dakar pour trouver des gens. Et à l'avenir, nous voulons faire de notre agence une grande agence qui pourrait travailler, non pas pour le Sénégal seulement, mais essayer de travailler avec les autres pays, les pays frères, et pouvoir former des jeunes aussi dans ce métier et vendre nos films, vendre un peu l'image de l'Afrique. De la première phase, notamment en finançant 35 entreprises issues de la phase 1 et renforcer leurs capacités et les accompagner à l'accès au marché. Étendre également en formant une nouvelle cohorte de 150 porteurs de projets au niveau de Saint-Louis. Enrichir également notre programme de coaching et de formation. Incuber, c'est-à-dire avoir des espaces de coaching pour suivre ces porteurs de projets-là qui ont été financés dans les différentes régions. Mettre en place un fonds de garantie. Tout à l'heure, si vous avez suivi dans mon contexte, je disais que le secteur informel dominait le marché du Sénégal. Et ce secteur-là a des difficultés à accéder au financement. Voilà pourquoi l'AICS s'est positionné pour mettre en place ce fonds de garantie-là, de sorte à ce que ces porteurs de projets-là, ces TPE-là qui font du bon boulot, puissent avoir accès au financement pour pouvoir croître dans leur activité. Donc, le fonds de garantie, je l'explique de la manière suivante. C'est-à-dire la DCI de Monaco va apporter les fonds qui seront logés sous forme de garantie auprès de l'IMF. Et l'IMF qu'on avait sélectionné, c'était l'ACEP. Je pense qu'ils sont là. Ensuite, après, c'est l'IMF qui se chargera de financer ces TPE qu'on aura sélectionnés. Après, les TPE vont rembourser parce que, comme je disais, dans nos valeurs, c'est la solidarité. On a voulu que ce financement qu'on octroie aux différentes TPE soit un financement solidaire, un financement revolving. C'est-à-dire tu rembourses et ton remboursement sert à financer d'autres porteurs de projets. Donc, ce remboursement-là, à partir de ce remboursement-là, de nouvelles TPE seront financées sur ce principe-là. L'AJCS va assurer alors le coaching et le suivi de cette TPE financée. Comme résultat attendu pour le nouveau projet, on veut plus de 100 emplois directs. On veut générer également plus de 300 emplois indirects, financer plus de 35 TPE, former 150 nouveaux entrepreneurs au niveau de Saint-Louis, avoir 4 espaces de coaching et d'incubation de suivi de ces porteurs de projets et un cycle de remboursement de 6 mois. En perspective, je dirais que l'AJCS envisage sur 2030 à couvrir les 14 régions du Sénégal, avoir des antennes régionales dans les 14 régions du Sénégal. Aussi, en termes d'incubateurs, sur l'année 2030, on vise 4 incubateurs actifs dans différentes régions du Sénégal. Et en 2030 encore, on vise à former 500 acteurs agricoles sur les pratiques de compostage et de l'agriculture durable. Et ceci s'aligne directement avec les ODD 11, 12 et 13. L'Association des jeunes chrétiens du Sénégal remercie du fond du cœur le gouvernement de Monaco. Et Madame la ministre, je pense que hier, j'ai eu l'occasion de vous le dire personnellement. Merci beaucoup pour tous ces efforts en faveur de la jeunesse au niveau du Sénégal. Nous sollicitons toutefois un appui encore pour abonder ce fonds de garantie-là, de sorte à atteindre un impact durable et de générer en moyenne par euro 2,5 emplois. Donc ensemble, nous pouvons former plus de 500 entreprises ou entrepreneurs
et contribuer significativement au développement de notre cher pays, le Sénégal. Je vous remercie pour votre aimable attention et Djerejef à tous. Merci. Visite au Sénégal. Donc, je découvre ce magnifique pays. Je suis là depuis un jour. Il y a déjà un mot que j'ai appris, c'est la teranga. Et ce mot, je le mesure tous les jours. Et aujourd'hui encore, je voulais vous remercier par la chaleur de votre hospitalité et les échanges que nous avons eus tout à l'heure. Je sais que je repartirai du Sénégal avec beaucoup de souvenirs et j'ai déjà une envie, c'est celle de revenir. Alors, je voudrais tout d'abord souligner tout l'attachement de la Principauté de Monaco à l'entrepreneuriat, qui est un véritable moteur de la croissance économique, un moyen de lutter contre la précarité, de réduire les inégalités, de favoriser l'inclusion sociale, on l'a bien vu dans les présentations que vous nous avez données aujourd'hui. La coopération monégasque a placé la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat, notamment des jeunes et des femmes, au cœur de ses priorités d'intervention. Je voudrais saluer l'AJS pour son engagement et son rôle en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, et je me réjouis de soutenir une initiative en faveur des jeunes, portée par les jeunes, et dont les résultats sont déjà probants, avec plusieurs centaines de jeunes formés et accompagnés. Ce partenariat avec la JCS s'inscrit selon l'ambition de Monaco d'allouer 40% de son aide en faveur d'acteurs du pays. Il est important, selon nous, de soutenir les initiatives locales portées par des acteurs locaux situés au plus près des réalités du terrain et surtout des préoccupations des populations. Donc nous allons continuer à appuyer la JCS dans le cadre des 3 années à venir grâce au renouvellement de notre partenariat que nous allons signer tout à l'heure. Je voudrais dire un mot à l'attention du représentant de l'UMF-UM-ACEP. Je voudrais vous remercier, monsieur, pour votre engagement aux côtés de la JCS pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Cette collaboration pour la mise en place d'un fonds de garantie constitue une expérience innovante qui vise à apporter une réponse concrète aux défis rencontrés par les jeunes entrepreneurs pour l'accès au financement et au crédit. Nous sommes vraiment ravis de vous soutenir dans cette initiative dans le cadre d'un partenariat tripartite avec vous et la JCS. Alors à vous, jeunes entrepreneurs, je voudrais vous féliciter pour le chemin déjà parcouru et vous adresser en mon nom personnel, mais aussi au nom du gouvernement princier, nos plus vifs encouragements pour la suite de votre aventure. C'est en partageant votre engagement et grâce à votre détermination que vous construirez le Sénégal de demain. Vous êtes le futur de votre pays, mais vous en êtes aussi le présent, et vous l'avez démontré aujourd'hui. Ayez confiance en vous, croyez en vous, et nous serons à vos côtés avec nos partenaires pour vous accompagner. Et puis une dernière chose, gardez votre sens de l'humour, parce que nous avons passé une magnifique matinée en votre compagnie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Chers fidèles du Christ, chers amis croyants, nous rendons grâce à Dieu avec vous, Monseigneur Jean-Pierre Bassène et toute l'église diocésaine de Kolda pour le don d'un évêque coadjuteur. Il faut le dire, tout est à votre honneur pour l'enclenchement de la procédure, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans la bulle de nomination. Signe de votre responsabilité et de votre sens éminent de l'Église. Vous qui avez bâti ce diocèse en tant que son premier évêque, nous vous rendons hommage. Nous rendons grâce à Dieu avec vous, Monseigneur Badji,
sur qui s'est porté le choix de Dieu. Oui, le bras du Seigneur est fort, qu'il guide lui-même son élu avec le peuple au service duquel il a été appelé. Excellence. Vous m'avez regardé, vous allez vous habituer. Nous avons aujourd'hui, frères et sœurs, une occasion rare de décliner, Monseigneur, tous vos prénoms est dans l'ordre. Correctement. Monseigneur Joseph Francis Janvier Badji. Évêque coadjuteur. Certains ont même du mal à prononcer le mot. Et certainement encore plus à le comprendre. En tout cas, je ne l'espère pas pour les fidèles de Kolda qui ont été certainement déjà édifiés. Le nonce apostolique dont nous saluons la présence et la diligence et qui nous a transmis cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de cette nomination, a dû faire le nécessaire à son niveau. Pour nous autres, voici ce que j'ai trouvé. L'évêque coadjuteur, c'est-à-dire qui est nommé avec droit de succession, et l'évêque auxiliaire exerceront leur charge de telle sorte que, quand toutes les affaires, ils agissent en plein accord avec l'évêque diocésain. Ils feront preuve de soumission et de respect envers lui. Christus Dominus, 25 et 26. Frères et sœurs, il n'y a donc qu'un seul évêque diocésain et c'est Monseigneur Jean-Pierre Bassel. Ils ne sont pas deux. Il n'y a pas de dualité. Monseigneur Jean-Pierre recevra l'hommage qu'il mérite en son temps. Excellence, Monseigneur Joseph Francis, nous savons que depuis votre nomination, vous n'avez pas cessé de vous interroger sur ce qui vous arrive et de méditer sur le ministère épiscopal dans ses contours. Plus encore, durant cette dernière semaine de retraite, je ne dirai rien de plus, rien de nouveau. D'ailleurs, la liturgie de l'ordination est suffisamment éloquente à travers les gestes et les paroles appropriées. Il y a bien sûr aussi la parole de Dieu de ce jour, 6e de l'octave de Pâques, qui renforcera sans aucun doute votre vive conscience d'être avant tout un témoin du Christ ressuscité à la suite des apôtres. C'est cela, un témoin du Christ ressuscité à la suite des apôtres. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. C'est l'évangile. Et c'est le mandat missionnaire de tous les temps. Pourtant, dans le passage de l'évangile, Saint Marc n'a pas manqué de souligner l'incrédulité et l'endurcissement du cœur des apôtres qui n'ont pas tout de suite cru à la résurrection du Seigneur après l'annonce faite par Marie-Madeleine. C'est pour dire, Monseigneur, que l'évêque lui-même est le premier destinataire de la bonne nouvelle, dont il est le héros, l'envoyé. C'est à lui que s'adresse d'abord le message de conversion et de foi dont il est le porteur, choisi pour être témoin, témoin de la résurrection. Témoin. C'est l'objet même de la prière initiale de cette célébration. Je cite, « Accorde-lui, Seigneur, nous t'en prions, d'être en tout lieu, par la sainteté de sa vie, un vrai témoin du Christ. » Une prière, frères et sœurs, qui nous apprend également que le véritable témoin, c'est le Saint. Comme l'avait affirmé le vénéré pape Saint Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Missio au numéro 90. Le véritable témoin,
c'est le sang. Monseigneur, c'est la sainteté de votre vie qui est la première annonce de l'Évangile. Le même décret Christus Dominus n'a pas manqué de souligner le devoir des évêques. Je cite, maître de perfection, le devoir des évêques de montrer l'exemple de la sainteté par leur charité, leur humilité et la simplicité de leur vie. Fin de citation, numéro 15. L'évêque a beaucoup reçu, nous le savons, la plénitude du sacerdoce. Mais Jésus l'a bien dit, à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Luc chapitre 12, verset 48. Jésus a aussi mis en garde les apôtres de ne pas faire comme les pharisiens qui disent et ne font pas. Matthieu chapitre 23, verset 3. En plus, Monseigneur, vous connaissez bien cette emblématique affirmation du pape Saint Paul VI à propos de l'impact et de la valeur du témoignage. Je le cite. L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Evangelii Nuntiandi, numéro 41. Cher Monseigneur, dans notre société d'aujourd'hui, la parole du pasteur est attendue. Une parole de vérité, une parole véridique et libre, sans complaisance et sans compromission. Une parole claire qui éclaire les consciences et qui nourrit la foi. Une parole qui rassure, qui apaise et qui console. Une parole qui construit et relève. Une parole d'espérance, parce qu'il s'agit d'annoncer la parole de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Une parole cohérente, parce que méditée et vécue par celui qui la prononce. Une parole qui sait garder le silence quand il le faut, parce que celui-ci pouvant être parfois plus expressif que tout énoncé. Une parole de réconfort qui génère une solidarité et une charité active, en particulier envers les plus pauvres. Monseigneur Jean-Pierre, qui s'est occupé pendant toutes ces années de la pastorale sociale au sein de notre Église, saura vous partager son expérience sur le service de la charité qui fait partie de la sollicitude pastorale de l'évêque et qui en est le premier responsable au même titre que le service de la parole et celui des sacrements. Père évêque Joseph Francis, soyez le Père des pauvres. Une parole respectueuse et ouverte qui crée des liens de fraternité et de solidarité dans une société comme la nôtre au Sénégal, une société plurielle, dans cette terre de dialogue interreligieux, interethnique et interculturel. Mais surtout, cher Monseigneur, une parole qui crée la communion et la synodalité dans l'Église diocésaine, pour relever ensemble les défis que vous n'ignorez pas. La lecture de ce jour, le livre des Actes des Apôtres. La lecture de ce jour est la suite de l'épisode sur la guérison du paralytique qui mendiait devant le temple, guéri par la puissante parole de Pierre. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Miracle qui leur attira la sympathie et l'adhésion du peuple et qui leur a valu la haine du grand conseil des Juifs,
devant lequel ils durent comparaître. Et le texte soulignait que les membres de ce conseil étaient surpris en voyant l'assurance de Pierre et de Jean. D'où leur venait une telle assurance, si ce n'est de leur conviction de la présence du Christ à leur côté et de la puissance de l'Esprit Saint. Voilà la source de l'assurance. Cher Monseigneur, comme ces apôtres, Pierre et Jean, vous en êtes convaincus. Le Christ est à vos côtés. Il vous accompagne par sa grâce et par la force de l'Esprit Saint. N'est-ce pas d'ailleurs une telle assurance qui a, entre autres, inspiré votre devise épiscopale? Humilitas fiduciaque. Humilité et fidélité. Je peux témoigner de ceci, que je tiens de nos échanges, Monseigneur, que vous avez pensé à la fois à Saint Joseph et à la très sainte Vierge Marie dans leur humilité, attitude d'humilité et de confiance. Humilité et confiance, deux vertus caractéristiques de l'attitude du croyant en présence du divin, en réponse à la miséricorde, à l'amour dont il bénéficie ou à la grandeur de la mission qui lui est confiée. Humilité et fidélité. Cher Monseigneur, vous connaissez bien, pour l'avoir enseigné, la définition de la vertu chez le grand maître saint Thomas. Je cite: une disposition habituelle et ferme de l'âme qui l'incline à faire le bien. Somme théologique. Tout est dit, tout est là. La constance, la résistance aux difficultés, la persévérance, la fermeté, la résilience, la conformité à la volonté de Dieu, c'est-à-dire le bien. Cher Monseigneur, n'avez-vous pas enseigné à vos étudiants, ce maître qui affirmait qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, ne leur avez-vous pas répété plusieurs fois ce dicton en latin, fabricando fit faber? Humilité et confiance. Ceux qui vous connaissent ne sont pas surpris de ce choix, parce que vous savez que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 6. Cette grâce a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, gratuitement, sans condition et sans mérite. La grâce, tout est grâce. Cette grâce vous apportera toujours le réconfort qu'il vous faut, spécialement dans les épreuves, qui font partie intégrante du témoignage, puisqu'il s'agit de succéder aux apôtres qui ont donné leur vie pour la mission. Le passage de la lecture du jour augure les difficultés auxquelles les apôtres feront face. Je cite: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous d'en juger. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Le courage apostolique, le courage de la mission qui doit animer tout successeur des apôtres. Et cher Monseigneur, vous n'ignorez pas jusqu'où ce courage peut mener. C'est vrai, en ce jour de votre ordination, c'est la dignité et l'honneur épiscopal qui sont en première ligne. Mais la notion de charge imprègne toute la liturgie. Charge épiscopale. La charge pèse lourd et parfois très lourd. Elle peut accabler. Il ne peut en être autrement. Dès lors qu'il s'agit de tenir la place du Christ
bon pasteur qui donne sa vie, qui aime jusqu'au bout. Mais cher Monseigneur, cette charge, elle donne de la joie. Cette joie, c'est celle de la fidélité qui traverse toutes les épreuves. Lorsqu'on sait que tous les fidèles prient pour leur évêque à la célébration eucharistique, quelle joie! Lorsqu'on sait compter sur l'ardeur missionnaire des consacrés, quelle joie! Lorsqu'on apprécie la collaboration des évêques, des prêtres et leur affection filiale, quelle joie! Lorsqu'on sait s'appuyer sur l'amitié et le soutien fraternel des confrères dans l'épiscopat, quelle joie! C'est pour vous dire, Monseigneur, que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Surtout parce que celui qui vous a choisi est avec vous. Lui, le grand maître, le grand prêtre, lui, le bon pasteur. À lui la gloire pour les siècles.